épisode 146. Intégration de la préparation mentale, diversité de personnalité et leadership des entraîneurs féminins dans le sport de haut niveau avec Amélie Boyer, PhD-C. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du sport et plus particulièrement l'excellence dans le coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance de travailler avec des entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Donc, le podcast, c'est un peu ma façon de vous amener au cœur de mon travail pré-académique pour décomposer la stratégie de ces entraîneurs-là ou même les conclusions des dernières études scientifiques. Et aujourd'hui, on s'attarde aux travaux de recherche et au travail professionnel d'Amélie Boyer parce que pour moi, c'était important de parler de l'intégration de la préparation mentale. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir Amélie lors de mon séjour en Norvège, lors de l'été 2025. Et non seulement elle a de l'expérience en préparation mentale avec des équipes de haut niveau, mais elle parle aussi de la place des femmes dans le sport de haut niveau. Et quand on parle, on pense aux Jessica Campbell, Émilie Castonguay, si je ne m'abuse, et Catherine Reich. Bien, on voit un peu que c'est plus présent. Puis, j'étais comme curieux d'en savoir un peu plus là-dessus. Comment est-ce qu'on peut bien le faire et où c'est quoi les impacts de ça. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Amélie Boyer de l'Université Lyon 1 et de la Fédération française de cyclisme ainsi que du labo VIS. Amélie Boyer est doctorante en psychosociologie à l'Université Claude-Bernard Lyon 1. Son parcours l'a mené de l'athlétisme de haut niveau vers l'entraînement et la préparation physique, notamment avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Aujourd'hui, préparatrice mentale pour la Fédération française de cyclisme et conseillère pour Égale Action, ses travaux de recherche portent sur la diversité de genres en sport et l'épanouissement des athlètes. Elle conçoit le système sportif comme un ensemble de facteurs, de métiers et de personnes interconnectées où la santé et la performance sont indissociables. Si ce sont des sujets qui t'intéressent ou tu veux juste réfléchir, par exemple, à la job d'entraîneur-chef, eh bien, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web coachfrankphd.com. À toutes les auditrices et tous les auditeurs fidèles, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux @coachfrankphd dans un mot. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, le coachfrankphd.com, pour en savoir plus. Autrement, je vous dis merci d'être à l'écoute et je vous souhaite un bon podcast. Amélie, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait quelques mois que ça se trame parce que depuis qu'on s'est rencontrés à Oslo lors de la Cluster for Research and Coaching Conference, moi, je voulais t'avoir à bord. Puis, je pense que les gens vont apprendre de ta perspective un peu, puis de tes expériences également. Puis, dans les échanges, là, comme justement avant la conversation, tu me parlais un peu de c'était comme important qu'on repense un peu le système sportif comme un ensemble de facteurs, de métiers, de personnes. Veux-tu nous dire un petit peu de où est-ce que ça sort puis qu'est-ce que ça mange en hiver, là, pour prendre l'expression québécoise? Carrément, ouais, en plus, c'est une bonne première question. Je pense que je suis comme plein de gens dans le mouvement sportif depuis toute petite, toute jeune en tant qu'athlète, en tant que pratiquante de loisirs. Et puis, on en discutera peut-être, mais j'ai fait plein de métiers dans le système sportif différents, dans la préparation physique, l'entraînement, la préparation mentale, la recherche aujourd'hui scientifique. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit que tout le monde était vraiment différent et que les angles d'attaque étaient différents. Et c'est un peu ce que je disais à travers nos courriels, mais j'ai vraiment cette impression qu'il faut le repenser en essayant pas d'individualiser une sorte de performance, une sorte de personne, une sorte d'entraîneur, une sorte d'athlète. Un petit peu, j'extrapole, hein, mais pour imager. Et bien plus qu'il y a des dimensions qu'il faut prendre en compte. Et je pense que moi, je l'ai vraiment ressenti et mise en avant par toutes mes expériences. Qu'est-ce que tu veux dire par individualiser une personne, un type d'expérience? Dans le sens où, quand on travaille au service de la performance, qui est plutôt moi mon cas pour le coup, je suis moins alors je vais être dans le développement de l'athlète aussi avec des jeunes, mais quand on travaille plutôt au service de la performance et qu'on voit l'activité physique comme de la performance en tout cas, où on essaye de le chercher, j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir, tout le monde va se mettre à ce service-là, le staff,
les athlètes, les règles qu'on met aux athlètes, être à l'heure. Et un peu comme si des fois on oubliait la personnalité, mais et des athlètes, personnalité, éducation, socialisation, et des membres du staff. Et par exemple, au congrès de la recherche qu'on a participé tous les deux à Oslo, moi j'adore parce que c'est super nourrissant et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait plein de perspectives différentes. Mais dans ces perspectives, parfois, in fine, c'est vraiment pour maximiser la performance. Tu vois, quand on regarde un petit peu le in fine, on est sur cette idée de maximiser la performance. Et pour moi, des fois, c'est juste prendre du recul et se dire, OK, en fait, il y a plein de gens différents dans ce monde-là. Et l'entraîneur ou le PP ou la préparatrice mentale ou la préparatrice physique d'ailleurs, eh ben, peut-être qu'elle, elle fonctionne de cette façon et c'est pas mal pour autant. Et on n'est pas obligé de tous se mouvoir de la même façon dans ce système-là. Je sais pas si tu vois où je veux en venir et comment je l'explique. Oui, vraiment. Puis j'ai deux angles à prendre. Puis avant d'aller encore plus profondément, parce qu'on est déjà rendu au moins 3-4 pieds dans le creux en ce moment. Puis c'est super, puis c'est ça qu'on veut, puis c'est ça le but de la façon dont c'est structuré. Mais là, tu parlais que tu as eu une expérience de métier. Tu sais, pour les gens qui n'ont peut-être pas entendu parler, qui connaissent un peu moins ton background, comme, tu sais, je sais, moi, je l'ai vu un peu dans nos conversations, mais je serais curieux d'entendre comme, quels sont tous les jobs que tu as fait un peu dans le monde du sport? Alors dans le monde du sport, athlète, je pense que ça a été mon premier job parce que j'étais professionnelle, donc du coup ça a été, en tout cas je l'ai considéré comme une part de ma carrière professionnelle au début, quand j'étais plus jeune. J'ai été entraîneur dès mon plus jeune âge, donc à 16 ans, j'ai commencé à entraîner. Entraîneur en badminton, je faisais de l'athlétisme, donc j'ai entraîné en athlétisme, donc j'ai passé mes diplômes. Après très vite j'ai été diplômée pour l'haltérophilie et la préparation physique, donc j'étais préparatrice physique au Québec dans des salles. D'ailleurs à une salle à Nautilus Plus, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas j'ai travaillé à Nautilus Plus en tant qu'entraîneur dans des gyms. Après, j'ai été entraîneur de badminton dans le sport-études Rouge et Or, entraîneur d'athlétisme Rouge et Or. Après ça, j'ai été préparatrice mentale. J'ai fait un master d'entraînement sportif et aujourd'hui de la recherche. Et en fait, en ayant été aussi dans des continents différents, tu vois, en ayant vu des perspectives différentes et en étant athlète, j'ai eu la chance aussi évidemment finalement de rencontrer énormément d'entraîneurs, énormément de staff, énormément d'athlètes. Et c'est là où je me suis rendu compte que la diversité était riche, en fait, de se dire, ah waouh, en fait, il y a plein de métiers, plein de gens qui gravitent autour de nous. Et parfois, les caméras, le sport, c'est un ou une athlète, mais c'est bien plus que ça. Et c'est bien plus que juste une performance. Et c'est là où, tu vois, ça m'a amené mes réflexions, même dans ma posture et ma profession. Ah, vraiment. Puis, en fait, c'est une des raisons pour laquelle tu es là, plus le volet aussi que, tu sais, c'était agréable jusqu'à qu'on s'est rencontrés à Oslo, mais numéro 2, d'avoir eu l'expérience des deux côtés de l'Atlantique, ça, pour moi, c'est riche. Mhm. Mais encore plus, tu sais, comme si on fait un lien avec les travaux de David Epstein, là, puis là, je pointe le livre, même si tu le vois pas, là, mais c'est David Epstein qui parle, tu sais, de la valeur des généralistes. Puis, tu sais, en bout de ligne, avec ton expérience d'athlète, un, deux, entraîneur, badminton, athlétisme, après ça, préparation physique, préparation mentale, recherche, comme tu as vraiment touché à plein d'aspects du monde sportif, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Puis justement, en ce moment, comme je pense que tu fais du travail en préparation mentale également. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. En ce moment, du coup, je réalise ma thèse, le sujet de recherche dont on va sûrement parler, et à côté, je suis préparatrice mentale. Donc, je travaille en collaboration avec certains athlètes en individuel, des hommes et des femmes. Et puis, je suis à temps plein avec l'équipe de France de vélo-route, les juniors femmes. Donc, c'est l'âge entre 19 et à peu près 19, 20, 21 ans. Ça fait 3 ans maintenant que je suis avec cette équipe-là. Et en plus, j'ai quelques athlètes aussi individuels, dont une québécoise d'ailleurs. Dont une Ah, québécoise. c'est intéressant. Puis c'est quoi, mettons, justement, dans ton rôle avec l'équipe de la Fédération française de cyclisme, comme c'est quoi peut-être le plus gros défi que tu rencontres au quotidien? Puis je pose la question parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, soit qui sont psychologues, en recherche en psychologie, ou même préparatrices ou préparateurs mentaux ou consultants en performance mentale. Là, je ne veux pas me faire taper sur les doigts là, pour ceux et celles qui écoutent ou qui comprennent le T'as débat raison. canadien. Mais pour aller au-delà du débat canadien pour le rôle et la position en tant que telle, comme c'est quoi peut-être le plus gros défi que tu rencontres au quotidien? C'est une excellente question. Je suis privilégiée immensément d'avoir un entraîneur, donc c'est un homme qui croit profondément à la préparation mentale et qui est venu me chercher. Et du coup, qui m'a fait intégrer son staff en disant t'es all-in, carte blanche. Pour moi, c'est une dimension qui est très importante, la dimension mentale. En plus, il avait une sensibilité parce qu'il avait passé des diplômes en préparation mentale. Et presque, je suis privilégiée de te dire que j'ai pas de difficulté et pas d'enjeu. Alors ensuite, il va OK. avoir des enjeux, évidemment avec les athlètes, d'adaptabilité, de problématiques, d'enjeux de facilitation, peu importe, et ça on va en discuter sur la mise en place en fait de la préparation mentale. Je pense sincèrement des expériences que j'ai pu vivre ou des témoignages que je peux avoir, et je pense que même scientifiquement c'est un peu ce qui ressort, l'approche de la préparation mentale, elle est pas si évidente que ça. Pour l'instant dans le monde sportif, elle est beaucoup vue, beaucoup questionnée. Il y a des personnes qu'on questionne sur comment ils font de la préparation mentale.
Il y a des Mhm. personnes qui sont vues comme des sauveurs aussi. Donc, il y a vraiment toutes ces... Et puis, c'est peut-être un enjeu que vous avez au Québec sur, en fait, régir, ça appartient à quel diplôme, quelle loi, comment on se déclare préparateur ou préparatrice mentale. Et moi, c'est pour ça que là, quand t'as posé la question, j'ai pensé à ça directement. J'ai pas d'enjeu parce que je suis arrivée, on m'a dit, t'es all-in, fais un petit peu ton planning, ta popote, hein, comme on dit chez nous, dans le sud, ta popote, fais ta popote, et puis je te fais confiance. Et là, ça fait 3 ans qu'on travaille vraiment de pair ensemble. Et pour moi, du coup, c'est en tant que préparatrice mentale, je suis choyée, quoi. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Amel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. L'épisode d'aujourd'hui est aussi soutenu par FEO.ca, spécialiste en équipement de fitness depuis près de 30 ans. Quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement, on avait besoin d'équipements durables et de qualité, et c'est ce qu'on trouvait chez Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Que ce soit pour la musculation, le cardio ou l'équipement spécialisé, FEO.ca descend des milliers de particuliers, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations qui ont des besoins en équipement. Visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur presque tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Avec ce que tu viens de dire là, tu sais, quand tu parles de la popote, il y a ta popote à toi, mais il y a la popote de vous deux ensemble. Puis la question vient où est-ce que j'ai assisté à une présentation il y a quelques jours. Puis dans la présentation, il parlait un peu de la gestion des équipes sportives, puis de voir comment est-ce que chacun ou chacune des professionnels se positionne là-dedans. Puis moi, je serais curieux de savoir un peu, puis jusqu'où tu veux aller, mais ça ressemble à quoi un peu votre fonctionnement? Tu sais, parce que, puis là, j'ai noté le mot synergie quand tu as mentionné ça. Tu sais, mais c'est quoi votre popote à vous deux? Parce que c'est toujours un enjeu de voir, justement, tu sais, quand tu parlais de la personne en performance mentale qui, elle, va être la sauveur, tu sais, ben comme, c'est comment peut-être que vous avez configuré un peu votre fonctionnement ensemble? Parce que ça, c'est toujours un enjeu. De moi, que ce soit un entraîneur, un directeur des sports, quand je parle à ce monde-là, ils sont jamais certains un peu du format optimal là, ou du positionnement optimal de ces deux acteurs-là. Super bonne question. Mais ça va être très intéressant tes questions parce que même moi, ça va me faire verbaliser ma popote, tu vois, donc c'est super. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu connais un peu le véloroute, le fonctionnement du véloroute? Je connais un petit peu le fonctionnement du vélo de route, mais je suis limité Donc, quand même. tu sais que c'est un sport donc qui est individuel mais collectif. En fait, alors moi je vais parler des filles et au féminin puisque je suis dans un staff et avec une équipe fille. Elles courent en fait ensemble. Donc à chaque fois on désigne une personne qu'on veut faire gagner sur une course et toutes les autres sont équipières et vont faire en sorte finalement qu'on arrive à faire gagner cette fille-là. Donc en fait tout le monde c'est vraiment collectif. Donc il y a déjà une dimension immensément collective. Donc dès le début de la saison, l'entraîneur sélectionne des athlètes qu'il y a en France. Il fait son équipe de France. Directement ensuite là nous on commence à collaborer. On fait passer des tests psychologiques, on envoie des questionnaires, j'ai des bilans sur les tests psychologiques avant même de les voir. En amont, déjà, ça fonctionne comme ça. En fait, on a un profil sur cette année, on aura 12 filles, tant d'athlètes, et puis le profil, c'est un petit peu ça. Après ça, moi, je me base pas forcément que sur ça, on est d'accord. Ensuite de ça, on a les premiers stages, et donc, nous, on a 4 rassemblements dans l'année. Donc 4 rassemblements de stages pendant une semaine où les filles sont toutes ensemble avec tout le staff, kiné, préparateur physique, enfin, il y a plein de monde autour de nous. Et nous, avec l'entraîneur, on va mettre en avant des dimensions qu'on aimerait travailler suivant le stage. Par exemple, on est sur un stage, je te dis un exemple, montagne. On sait qu'on va travailler la dimension descente, gestion de la descente, peur en descente. Donc moi, je vais mettre en fait en avant des ateliers tout au long de la semaine, en fait toutes les après-midi, sur, on roule le matin et elles roulent, et ensuite elles sont avec moi l'après-midi, des ateliers de gestion des émotions en descente, visualisation, etc. Si on est sur un autre stage, le premier stage, on va travailler intégration, cohésion, et donc comment ça s'articule vraiment, vraiment bien. Et désolé, je vais dans tous les sens parce qu'il y a immensément de choses. Le matin, elles font une sortie. L'après-midi, je les ai en groupe. Ensuite, je les ai en entretien individuel et ça recommence tous les jours pendant une semaine. À la fin de ce stage-là, je fais un bilan avec l'entraîneur. Bilan je vais pas forcément dire parce que ça, c'est un enjeu en préparation mentale. Qu'est-ce que je dis pas?
La Mhm. confidentialité, la neutralité, est-ce que les entraîneurs veulent avoir tout? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je me permets de rien dire, dans la mesure de dire les grandes lignes. Par exemple, s'il me dit, pour cette course-là, j'aimerais bien sélectionner telle et telle fille, et moi j'ai mis une alerte rouge sur une fille mentale, début de surentraînement, début de symptômes du burn-out, je vais me permettre de lui dire en disant, à ce moment-là, aujourd'hui, à ce jour, je suis pas certaine à 100% qu'elle pourrait être propice pour sa santé mentale qu'elle fasse une grosse course, par exemple. Mhm. Sinon, Mhm. en fait, je lui parle juste de ce qu'on a jasé dans les entretiens rapidement. Tu vois, je reste vraiment dans les grandes lignes. Ouais, pour pas révéler justement les détails individuels, puis ça, c'est super intéressant. Mais je trouve ça, en fait, fascinant, puis en fait, vraiment, en tout cas, bref, c'était super intéressant ce que tu viens de mentionner là, puis en fait, c'était au contraire, c'était facile à suivre, là. Fait que continue dans cette direction-là, mais je trouve ça intéressant comment est-ce que vous avez bien arrimé le volet mental puis le volet sportif. Ce que j'ai pas l'impression qu'il est toujours fait. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes en préparation mentale qui sont conscientes de l'importance de ça. Peut-être que le shortcoming là, appartient plus aux entraîneurs, aux directions des sports, mais de bien arrimer les deux ensemble, ça, c'est important, tu sais, de dire que, OK, c'est pas juste fais la préparation mentale à côté, fais ta visualisation, les deux vont ensemble, puis le volet technique puis le volet tactique est là. Là, pour moi, c'est vraiment je me verrais pas faire de la préparation mentale et je conçois pas de faire de la préparation mentale hors préparation intégrée d'un sport. Parce que pour moi, c'est comme si tu disais: «Je fais de la préparation physique, mais jamais avec des mouvements spécifiques». Au handball, je fais juste des squats, mais je fais jamais des squats jump en faisant un semblant de shoot. En fait, pour moi, la préparation mentale, elle se travaille d'abord sur un volet plutôt descendant, exercice, dans un temps plus calme, mais ensuite, tous les matins, on fait de la préparation mentale intégrée. Si je peux te faire une image, par exemple, si on va parler avec une athlète l'après-midi de justement de peur de la gestion de la descente, peur en descente. Je reprends cet exemple parce que j'en ai parlé avant. Si on en parle l'après-midi, le lendemain on a descente, le lendemain je vais être là dans la voiture puisqu'on les suit en voiture et je vais avoir le Mhm. micro, peu importe. Et en fait on va faire des exercices de PM qu'on a mis en place intégrés à sa sortie. Et si on le fait pas, alors pour moi on perd un potentiel d'action immense cognitivement parlant et mentalement parlant et ça va être décorrélé alors que pour moi ça va ensemble. Ça va complètement Mhm. ensemble. Je pourrais pas faire pas. Donc, tu vas être sur le micro pendant la randonnée. Est-ce qu'on parle d'une étape officielle ou on parle toujours de l'entraînement ou même les deux? Alors non, dans les étapes officielles, c'est l'entraîneur. Moi, ça OK. arrive que je sois dans les voitures, mais c'est plutôt rare parce que ça aussi, on parlait de la relation de dépendance en fait entre les PM et les athlètes. Je vais pas sur les courses, je vais pas, très rarement. Je suis allée sur une course en 3 ans, tu vois, et en tant que supportrice finalement, j'ai pas envie de créer cette relation de se dire ah il y a l'APM, ça va mieux. Oh, il y a l'APM, donc je vais lui poser des questions. Mon but, c'est de les rendre autonomes dans leur gestion des émotions. Donc moi, je vais pas sur les courses, donc c'est Ah. pas du tout moi qui ai le micro. Par contre, sur les entraînements, ça peut arriver effectivement. Alors il faut s'imaginer qu'on fait des longues sorties. Le matin, elles font quasiment 4 heures de sortie, 5 heures de sortie parfois. Donc il y a des pauses dans ces sorties. Moi, je suis dans la voiture, donc je sors, je vais voir les athlètes, on discute, on se met des petits mots-clés qu'on s'est dit la veille, on se reprend, on se fixe des objectifs, tu vois. Si je vois qu'il y a une émotion quelconque, je suis là pour parler, pour discuter, pour mettre en place des choses. Mais le reste du temps, je les suis pas. Donc c'est vraiment sur les randonnées, comme tu as appelé ça, sur les sorties, nous on dit, sur les sorties où je suis plus là. Et des fois, oui, effectivement, en descente, j'ai le micro. Et parfois, je te dis, je suis très sincère avec toi, quand je me rends compte qu'elles ont roulé 5 heures, pardon, et qu'elles en peuvent plus, là, j'ai un aspect social et je dis juste des bêtises au micro. Parce que là, à ce moment-là, j'identifie que le besoin, c'est juste au bout d'un moment de se décontracter et qu'on est fatigué. Et donc, c'est toujours finalement un petit peu faire arrimer sa posture Ben au oui. bien-être de l'athlète et au bien-être et la perf. Puis j'en parlais avec un de mes clients qui est dans le cyclisme aussi, puis justement, il me disait, tu sais, à toutes les fois qu'on sort, mettons qu'on est à 6 heures, là, puis là, je vais donner une place que plusieurs équipes vont pour pas révéler l'identité, mais mettons que tu fais une randonnée de 6 heures à Ténérite, tu sais, qui est une place de montagne là, reconnue en Europe, que toi, tu dois connaître mieux que Ouais. moi. Mais elle dit, à un moment donné, là, ça fait 6 heures que tu es sur un vélo, là. T'as envie de dire des niaiseries, là, comme tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ça se passe tellement de temps ensemble qu'il faut déconner un petit peu, tu sais. Puis justement, là, comme tu parlais un peu de ton rôle en préparation mentale, puis une chose que tu as soulevée dans nos échanges en préparation du balado, c'était la force de l'adaptation comme outil à la performance. Bon, là, je l'ai mal dit, mais si je le redis, c'est comme, en bout de ligne, qu'est-ce que tu veux dire un petit peu par la force de l'adaptation comme outil à la performance? Parce que tu sais, justement, de le souligner, là, tu parlais d'adaptabilité, puis tout ça, puis je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que tu veux dire par là. Et ça fait un peu écho à mon petit monologue du début du podcast sur la diversité, le fait on soit tous et toutes différents, tu vois, et des personnalités. En PM, il y a 4-5 grandes lignes.
sur la visualisation, l'imagerie, le pouvoir de la concentration, la motivation, la fixation d'objectifs. Tu as des grandes lignes un petit peu comme ça. Au début, j'étais très protocolaire et je suis toujours parce que c'est mon empreinte scientifique. Donc je suivais vraiment des outils scientifiques qui sont toujours là. Au plus j'étais sur le terrain, au plus je me suis rendu compte qu'en fin de compte, des fois, il y a un contexte où faut enlever ta casquette 2 secondes et faut t'adapter à la personne. Comment je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait, des fois, je te dis n'importe quoi, mais dans la gestion des émotions, je faisais une technique qui me paraissait la bonne, que j'avais appris moi à mon master, à ma maîtrise, etc. Puis en fait, elle marchait pour une personne, elle marchait pas pour l'autre. Puis je me disais, mais c'est fou, pourtant on m'a dit que cette technique c'était la bonne. Donc je me dis, il faut que je fasse ça, un peu comme en préparation physique, en entraînement. Bon, on travaille ça, faut le faire de cette façon. Et en fait, je me suis rendu compte que, et en fait, de plus en plus, à chaque fois que j'ai un ou une athlète, c'est un constant changement. Ça va avec son éducation, sa socialisation, sa personnalité. Et moi, en fait, je me vois un peu comme, tu vois, une facilitatrice, une personne qui doit s'adapter, qui doit avoir un paquet d'outils dans son sac à dos et qui doit sortir toujours des outils différents, des postures différentes, des attentes différentes, des besoins différents tout le temps. Moi, j'ai l'impression vraiment de tous les jours avoir une journée différente. Tous les jours. Alors que finalement, c'est des thématiques qui pourraient être semblables. Ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu viens de dire là. Bref, je vais faire un long détour, mais je pense que tu vas me suivre, puis j'espère que les gens vont me suivre aussi. Mais comme dans ma thèse de doctorat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, là, je dis on, c'est avec mon superviseur, là, parce qu'on a tout a été co-créé, puis tout est co-créé jusqu'à un certain point dans la vie. Là. Mais on a comme co-créé une méthode de développement pour les entraîneurs de haute performance. Et puis, comme on a un protocole à suivre, là, évidemment, parce que c'était une intervention, puis ça a été publié dans des articles scientifiques, donc même si le protocole était flexible, il y a quand même des étapes à suivre, puis il y a quand même une séquence à suivre. Puis là, justement, j'étais à un congrès il y a quelques semaines, quelques jours. Et puis, à ce congrès-là, il y a plusieurs personnes qui ont utilisé le modèle qu'on a mis de l'avant. Okay? Puis, ils disent, remettons, Rodrigue 2019. Puis là, mieux, il y en a qui ont combiné même avec des recherches qui ont été faites par des chercheurs de Leeds Beckett University. Puis, au-delà de pomper mes tires en parlant que les gens utilisent mon modèle, c'est toujours le fun parce que quand on fait une thèse de doctorat, on veut que ça sert à quelque chose. Mais je n'étais pas sûr dans les dernières semaines à quel point je devrais suivre le protocole que j'avais établi en 2019. Ça, c'est la première fois que je le dis officiellement, là, c'est à la place publique. Puis le lien avec ce que tu viens de dire là, c'était que, ouais, mais OK, si le coach, là, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'un bootcamp de 3 mois, tu sais, puis qu'on condense tout ça en 3 mois. Puis là, je parle juste de la durée, parce que généralement, on prenait, tu sais, moi, je disais au moins 6 mois, puis 10 mois, mettons 10 mois à 12 mois, là, dépendamment, mais tu sais, comme, pourquoi c'est pas le bootcamp de 3 mois? Mais aussi, autre affaire, c'est que s'il y en a un autre, que l'entraîneur, lui, il veut qu'on jase, puis on jase autour d'une café dans un café, évidemment, comme, c'est peut-être ça. Puis là, je parle juste du format, mais aussi au niveau du contenu en tant que tel. Puis c'est là que je disais souvent, puis ce que je dis souvent comme entraîneur, puis là, les gens qui ont écouté tous les épisodes de Balado, c'est au moins la 43e fois que je le mentionne, mais quand je coachais au football, on a au football américain, là, donc que tu as connu, au football canadien, probablement avec tes jours à l'Université Laval, qui a quand même un bon programme de football, on pourrait dire ça. Mais tu sais, comme quand tu as un play calling sheet, tu sais, tu as une feuille avec tous les appels que tu vas faire durant le match. Puis moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'était que c'est pas tant la feuille de ton plan de match qui est important, c'est le fait de préparer ta feuille qui fait que tu vas être un bon coach, puis là, après ça, tu peux improviser. Et là, le long détour, puis le lien avec ton commentaire, c'est que c'est un peu ça dans mon approche de coaching. Où est-ce que je me prépare peut-être 4-5 sujets, 3-4 formats différents, puis je suis prêt à chacune des rencontres. Mais là, je pars, puis en fonction de où est-ce que l'entraîneur est, bien là, on va aller dans une direction, on va prendre un certain format, on va prendre un certain sujet. Puis ce que tu viens de dire, pour moi, c'est ça. C'est de dire en bout de ligne, puis il y a une expression en anglais qui m'échappe en ce moment, donc je vais dire juste la version française, c'est de rejoindre l'entraîneur où il est, de rejoindre l'athlète où il est. C'est un peu ça que tu mentionnes. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça vers lequel tu t'en vas? 100%, 100%. Et c'est un peu ce que je disais. Des fois, en plus, ça aussi, quand on parle d'adaptabilité, on n'arrive pas forcément avec un plan de match parfait. Tu vois, par exemple, quand l'entraîneur, il m'a dit, bon, tu vas suivre l'équipe de France, qu'est-ce que tu vas faire? Mais comment je peux savoir? Je connais pas les athlètes. Tu vois, moi, j'avais un côté de me dire, je vais arriver et je vais te dire quelque chose. Et c'est ça aussi que je disais un peu, et je te rejoins là-dessus, c'est, des fois, on peut dire que l'adaptabilité, c'est pas forcément bon parce qu'il faut avoir un cadre. On n'est pas en train de dire qu'il y a pas de cadre. On n'est pas en train de dire qu'il y a pas d'enjeu parce qu'attention, il y a énormément d'enjeux. Même quand on s'adapte, parfois, il faut faire attention à sa posture. Il y a plein de choses qui sont remises en question et ça sous-tend plein d'autres sujets qui sont très intéressants pour moi. Ceci étant dit, en fait, c'est comme dans des suivis en préparation mentale. Des fois, il y en a qui sont là et qui vendent des suivis pendant 6 mois. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne te connais pas, qu'est-ce que j'en sais qu'il va falloir que je te suive 6 mois?
Tu vois? Et en fait, c'est un peu ça, c'est un peu la posture que j'ai et en fait, tout le temps, sans cesse, pour tout. Mais pour tout, j'ai cette posture-là vraiment. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai emprunte même dans ma recherche scientifique, dans mon enseignement. Je me pose toujours ces questions en me disant: «Attends de voir ce qui ressort et adapte-toi en fonction de ce que tu connais, ce que tu as, tes savoir-faire, tes savoir-être et tu sauras le faire». Faut se faire confiance, hein, parce que c'est pas facile de s'adapter. Parfois, il y en a que ça challenge de s'adapter. Ben certainement, tu sais. Puis en fait, c'est de l'incertitude également parce que tu sais pas exactement comment la séance va aller. Puis c'est normal, tu sais, des fois en début de carrière, ou si on aime ça, avoir le contrôle un petit peu des choses, on va pas avoir cette perspective-là. Mais je pense qu'en réalité, c'est comme, ça ne veut pas dire qu'on improvise ou comme on dirait en anglais, qu'on wing it. Là. Ça veut pas dire ça nécessairement. Ça veut juste dire que on a des outils Pas du prêts, tout. mais parfait, on va en sortir. Puis c'est là que de faire du travail en amont devient important. Puis ce que tu soulignes à mes yeux, dans un des cours que j'enseigne là, à mon université, on met l'accent sur le professionnalisme. On pense que c'est super important. Puis quand on parle des professionnalismes, ben, ça renvoie automatiquement aux professions. Tu sais, qu'on parle de psychologue, médecin, tout penser à une profession. Mais tu sais, une des caractéristiques, selon la littérature qu'on utilise durant le cours, du professionnalisme, ou en fait des professions, je devrais dire, c'est de ne pas encourager la dépendance à ses services. Puis de dire, OK, hey, je veux absolument, tu sais, tu disais les 6 mois, les 1 an, puis ces choses-là, ben, c'est comme de pas faire exprès que comme non, tu dois absolument me voir. Puis ça renvoie à 2 éléments que tu as dit. Le dernier, là, qui est juste là, de dire comme ben, qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce que tu vas avoir besoin dans 6 mois, dans 1 an. Mais tout à l'heure, tu as aussi parlé de l'importance de développer des athlètes autonomes. Ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Est-ce que personnellement, moi, bon, comme tu sais très bien, je travaille davantage avec des entraîneurs. Mais moi, j'interviens jamais avec les athlètes. Puis il y a un coach à un moment donné qui m'a demandé de le faire, puis j'ai dit non, parce qu'il dit, moi, si je te remplace, puis que je parle de leadership à ta place, mais comme quand tu vas être rendu, je vais donner une ville X, là, à Windsor, en Ontario, comme je serai pas là avec toi à Windsor, Ontario, parce que c'est beaucoup trop loin, mais de façon plus sérieuse, comme je serai pas là pour intervenir, donc je veux que toi-même, tu maîtrises les notions de leadership duquel on parle, puis que tu le mettes à ta sauce. Puis ça, je pense que c'est important parce que, oui, peut-être que puis tu sais, je suis confiant, puis juste de façon dont je t'ai vu agir à la conférence, je suis convaincu que tu peux aller devant un groupe d'athlètes, devant des entraîneurs, puis comme animer ça de main de maître. Puis la même chose pour moi, mais des fois, on va les remplacer, puis là, ils vont dépendre de nous. Puis peut-être qu'ils gagneraient l'étape une fois de plus si tu étais sur le micro pendant la course. Mais là, après ça, comme, est-ce que tu vas être là à toutes les courses, tu sais? En fait, je suis contente. Il y a une partie de moi où je suis contente que tu partages et que tu te dises ça parce que c'est quelque chose que je pense, mais qui est inhérent quand même à la pratique sportive, la notion de dépendance. Même outre nous, la préparation mentale, en termes entraînement, les entraîneurs, il y a une relation proximale dans tous les cas avec les athlètes qui est parfois, et je pense qu'on y viendra aussi, qui est parfois un réel enjeu dans cette relation-là proximale de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est au service des athlètes? Mais à quel point finalement on enlève leur besoin d'autonomie? Parce que si tu réfléchis et tu dézoomes, in fine, à quel moment les athlètes sont autonomes? À quel moment même les entraîneurs sont autonomes? On leur dit leurs heures d'entraînement, on choisit leur tenue d'entraînement, on choisit leur match le week-end, les heures de leur match le week-end, on choisit leur poste. On leur pose pas la question de quel poste tu es, quel poste tu es pas quand tu fais je sais pas, du football, du soccer, peu importe, tu vois. On choisit leur moment de vacances, leur moment de récupération, leur temps de vacances. Puis, en fait, finalement, je me dis, eh ben, forcément qu'il y a une création de ce service-là de tu es finalement un petit peu, bah, pas mon maître et c'est mal dit parce qu'en fait, il regarde souvent les entraîneurs avec des yeux un peu de bah, il y a cette relation de dépendance. T'es remplaçant, tu joues. T'es sur l'alignement partant, t'es pas sur l'alignement partant. Et moi, j'essaye vraiment d'avoir cette posture autre que, en plus, si moi je suis là et je te parle dans l'oreillette et je suis là dans ta gestion des émotions et avant ta course, il y a encore quelqu'un qui vient, mais à quel moment ils sont eux et elles? À quel moment ils peuvent s'exprimer outre que sur le moment de la créativité de la game? À quel moment? Et en fait, moi, c'est pour ça que dans mon ADN de préparatrice mentale, c'est très important. Outre, et j'espère qu'on en parlera aussi, tous les enjeux que tu disais à cette création de dépendance et notamment après, tout ce qui peut se passer dans certaines violences verbales, physiques, etc., qui peuvent arriver on le sait, hein, qui sont enclins à finalement avoir plus de violence, c'est justement à les engendrer, mais à cette posture il faut que ces personnes-là soient outillées. Il faut qu'elles soient outillées à être autonomes. Comme toi dans ton balado. Si on te disait tout le temps, c'est à telle heure, c'est toi qui fais ça, tu utilises tel micro, tu poses telle question, c'est fatigant, tu vois, c'est fatigant. Et moi, j'ai vraiment cette posture d'essayer tout le temps de dire, toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux parler de quoi? Des fois, j'arrive en entretien individuel et je leur dis, bah, toi, alors que moi, j'ai une idée de ce que j'ai envie de questionner. Mais je leur dis, toi, alors, qu'est-ce que tu as envie de parler aujourd'hui? On parle.
Et pour autant, pour moi, c'est pas du tout antinomique de la compétence. Au contraire, je me sens pas moins compétente. Je me sens justement en train de, pour une fois, leur donner un petit peu les besoins qu'ils ont envie, et ensuite on apportera le contexte, le cadre, les outils et tout le reste qui viendra par l'après finalement, tu vois. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas y acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madoramel.com et mentionner Coach Frank. Quand on magasine de l'équipement de fitness, on fait souvent face au même dilemme. Soit c'est des prix abordables, mais c'est pas très solide ou fiable. Soit c'est de qualité, mais ça coûte une fortune. C'est exactement le défi que je vivais quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement pour athlètes. C'est à cette époque que j'ai connu FEO.ca, Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Depuis près de 30 ans, ils ont trouvé la formule parfaite. Pas compliqué, fournir de l'équipement de qualité à prix abordable, c'est pas trop demandé, c'est exactement ça qu'ils font. Ils peuvent répondre à tous les besoins en équipement parce qu'ils opèrent avec une division commerciale et une division résidentielle, offrant ainsi une gamme complète d'équipements de cardio, de musculation, de réhabilitation, de yoga, de pilates, de boxe, de MMA et de suppléments nutritionnels en veux-tu, en v'là. Donc, en 2017, en tant qu'ancien joueur de football qui se respecte, je voulais m'acheter justement un rack à squat pour mon entraînement à la maison. Mes critères étaient clairs. Il fallait que ce soit stable quand il y avait 300 livres sur la barre, puis que ça ne commence pas à shaker de partout, puis que ce soit durable à un prix qui fait du sens. Eh bien, le rack que l'équipe de FEO.ca m'a recommandé répond encore parfaitement à ces critères-là aujourd'hui, 8 ans plus tard. C'est encore mon équipement de prédilection dans mon sous-sol. Un rack, une barbell, de la fonte. On n'a pas besoin de plus que ça dans la vie. D'ailleurs, leur expertise parle d'elle-même avec des partenariats établis avec la Défense nationale, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations gouvernementales qui ont tous choisi FEO pour leurs besoins d'équipement. Cette confiance-là par plusieurs institutions confirme à mes yeux qu'ils offrent vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. FEO.ca reconnaît aussi l'importance des premiers répondants en leur offrant des rabais spéciaux. Donc, si ça vous concerne, allez-y. Pour toutes les autres personnes, visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Ça me parle vraiment ce que tu dis là. Puis là, tu as utilisé le terme, puis peut-être que je me trompe, là, je ne sais pas si j'ai bien entendu. Est-ce que tu as bien utilisé le terme in fine ou infini, quelque chose comme ça? In fine, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me définir ce terme-là? Moi, personnellement, c'est la première fois que je l'entends. Puis si c'est la première fois que je l'entends, pas que je connais tout, loin de là, je me dis qu'il y a peut-être quelques personnes qui, eux ou elles, ont aucune idée de quoi tu parles, justement. In fine, ça veut dire, c'est au final, ça veut dire au final, mais comme si c'était
au final, quand on englobe tout, quand on regarde tout, au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, mais comme je disais, c'est quoi notre posture? Au final, c'est quoi notre rôle? In fine, qu'est-ce que je fais dans cette pratique-là? C'est quoi ce moment-là? Ça veut dire ça, mais je pense que c'est peut-être plus un terme français, du coup. Je sais Ben, pas, peut-être. l'épistémologie, En fait, je vais chercher, si tu veux. moi, je me demandais, en fait, si c'était un jeu de mots avec le terme personnalité. Puis au lieu d'avoir des personnalités très carrées, puis très définies, peut-être qu'on disait comme, hey, il y a une infinité de personnalités, puis on laissait une flexibilité aux gens d'être qui ils veulent, tu sais. Écoute, on peut prendre cette définition. Ça me va. Ça me correspond. On invente. Merci Amélie, vraiment là, pour tes perspectives et puis ton éducation juste par rapport au mot in là, juste ça, je viens d'en apprendre un petit peu. Mais là, au départ, tu sais, là, je remonte quasiment au début de la conversation. J'ai noté une citation de toi en temps réel, là, ou du moins ce que j'ai pu noter, c'était que la diversité, c'est riche. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Puis c'est une affaire qu'on parlait aussi en préparation du balado. Comme, je pense que la force de la diversité, comme ça a une place importante pour toi, puis tu m'en parlais. Comme, qu'est-ce que tu veux dire par la force de la diversité? Déjà, je t'en parlais un petit peu au début par rapport à la force de toutes ces personnes-là que j'ai pu côtoyer, moi, dans mon expérience personnelle, déjà. Les entraîneurs, les amis, les mentors, peu importe. Et ensuite, en fait, j'ai été amenée à travailler dans mon mémoire de maîtrise, puis aujourd'hui dans ma thèse, sur le sujet de la place des femmes à des postes d'entraîneurs élites. Donc, on parle vraiment des entraîneurs de haut niveau, soit des équipes nationales, donc équipe de France, soit finalement des équipes de première division française. Donc en sport civil, puisque nous, on n'a pas de sport universitaire en France. Et quand j'ai été amenée à travailler là-dessus, je me suis rendu compte, déjà j'ai beaucoup lu, puis je me suis rendu compte de cette sous-représentation, puisque en fait c'est un phénomène mondial où il y a 12% environ des entraîneurs qui sont des femmes mondialement, et en France on est sur 10%. Encore plus quand on est à haut niveau, parce que plus on monte finalement, au moins elles sont représentées. Et au plus je lisais donc pour ma thèse les revues de littérature, au plus je me suis renseignée sur la force de diversité, donc bizarrement, étrangement, j'étais déjà convaincue en amont par rapport à ce que je te disais sur la force des personnes, la force d'avoir du potentiel de réflexion différente. Et puis, on va sûrement parler un peu plus précisément après du leadership en lien avec l'entraîneur de haut niveau qui est le sujet de ma thèse, sur la diversité. Et puis, au plus je disais, au plus je me disais, évidemment que c'est obvious, je vais dire, qu'au plus on a un potentiel de réflexion qui est différent, donc avec des expériences différentes, des croyances différentes, au plus on peut répondre à chacun et chacune des athlètes de manière différente. Et si toi et moi, là, on pensait exactement la même chose, est-ce que notre conversation serait intéressante? Pas sûr. Et si finalement dans un staff où les entraîneurs que vous proposez aux athlètes de haut niveau sont toujours les mêmes, avec les mêmes formations, les mêmes éducations, le même genre, la même ethnie, peu importe, finalement dans ce potentiel de réflexion et d'apport qu'on peut apporter humainement, scientifiquement et plein de choses, parce qu'on s'approprie la science évidemment avec notre identité, forcément la performance serait toujours les mêmes et on répondrait toujours aux mêmes individus. Et en fait, c'est là où, au plus on joue avec ça, au plus on comprend la force de la diversité, au plus c'est intéressant. Et pour finir là-dessus, parce que je veux pas être trop longue, mais souvent quand je présente mon sujet thèse, donc je présente quand même un sujet qui va être potentiellement pour certaines personnes délicat, parce que je parle de la place des femmes, et donc forcément des fois, je suis face à des auditoires où il y a 80 hommes, par exemple, hein, et des fois ça vient un peu potentiellement les chercher, et puis finalement on me pose souvent la question, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur de venir présenter là-dessus, de dire qu'il n'y a pas de femmes devant des dirigeants? Et je dis bien sûr que c'est dur, mais c'est le public qui m'intéresse. Parce que si je vais parler avec des gens qui sont convaincus, alors pourquoi je parle? Entre guillemets. Donc évidemment que c'est dur, mais évidemment que c'est important aussi de convaincre des gens en tout cas, je devrais même pas les convaincre, de les éveiller à cette diversité-là et à cette force-là. Donc il y a le premier enjeu de diversité, de ce potentiel de la diversité. Il y a plein d'études en plus qui ont été réalisées dans des lycées, par exemple, où ils ont augmenté le nombre de diversité, ne serait-ce que ethnique ou peu importe. En fait, ils ont augmenté le bien-être des étudiants, le bien-être, la performance des étudiants lors des épreuves de cégep, justement. Et il y a plein d'études qui ont été faites ça. En augmentant ça, il y a un potentiel. Ça, c'est prouvé scientifiquement depuis déjà pas mal d'années. Et au-delà de ça, l'enjeu de la diversité, ne serait-ce qu'en lien avec les droits. En fait, c'est un droit formel. On paye nos impôts, il se passe plein de choses. On représente 50% de la population mondiale. Et il y a quelque chose, finalement, où, ne serait-ce que ça, on devrait se questionner, à se dire, pourquoi il y en a pas? Et c'est où qu'il y a un problème pour le fait qu'il y en a pas? Parce que l'argument de dire, finalement, il n'y a pas de femmes coach parce qu'elles ne veulent pas,
Il est plus d'actualité. Il a été prouvé scientifiquement que depuis des années, dans plein de domaines, le domaine entrepreneurial, peu importe, il y avait plus ça, ou c'est juste qu'elle ne voulait pas, et c'est surtout parce qu'il y avait des barrières. Donc il y en a évidemment qui veulent pas, c'est propre à elle, mais qu'il y avait énormément de barrières finalement qui prouvaient ça. Et moi, quand j'ai commencé cette thèse, je me suis dit, oh, pour moi, c'était riche. Je me suis dit, le potentiel de la diversité et le droit presque à la diversité, c'est passionnant. Pour moi, c'est passionnant. Mais comme tu dis là, tu sais, ça fait un lien, je trouve, avec ce que tu disais tout à l'heure. Puis je suis pas surpris nécessairement. Ben, il y a le droit, tu sais, d'avoir des opportunités égales. Ça, c'est une chose. Mais quand tu disais le potentiel, ben pour moi, ça revient aussi quand tu disais avoir plusieurs personnalités dans un environnement. Où est-ce que on se demande tellement des fois on amène tellement les gens à vouloir dire, OK, tu dois fitter dans la culture, tu sais, tu dois fitter dans la culture. Puis là, en plus, on dicte ton horaire, tu sais, sur le vélo, sur la route, dans les entraînements et peu importe. Mais comme de laisser les gens la sortir, ça va être aussi un peu. Là, moi, je vais utiliser le terme relaxant parce que clairement, je suis moins lettré que toi sur ce sujet-là. Mais le relaxant, où est-ce que tu te fais permettre d'être toi-même? Tu sais, c'est comme il y a tellement d'éléments où est-ce que tu es comme ça ici, tu sais, comme que tu es dans le cadre. Puis là, si tu peux avoir une personnalité différente, ben ça te permet d'être toi-même. Puis là, ça amène tout le monde à relaxer parce que tu vois qu'il y a des gens autour qui sont différents. Mais là, l'affaire aussi, c'est que tu as moins cette capacité à relaxer là. Puis encore une fois, ce n'est pas un concept scientifique, c'est juste moi qui pense à ce que tu viens de dire en temps réel. C'est que tu as tous des gens qui sont pareils. Ben, ça te force à dire, OK, là, faut que je fitte dans le cadre, faut que je fitte dans le cadre. Fait que toi, en tant que personne, tu es comme plus dans un mode d'auto-présentation. Puis dire, OK, je vais me présenter d'une certaine façon, je vais être obligé de faker un petit peu plus pour bien rentrer dans le moule de l'équipe. Tu sais. Là, si je suis pas en train de dire que c'est moi ce que je fais nécessairement, mais je veux dire, si mets-toi à la place d'une personne qui est dans une équipe, qui veut absolument faire partie de cette équipe-là, mais qui voit que toutes les personnes qui sont dans l'équipe doivent avoir une personnalité X. Mais là, comme tu rentres encore plus dans le moule. Fait qu'en allant chercher, puis de ce que j'extrapole de ce que tu viens de dire, des personnes qui sont différentes, qui ont différentes personnalités, donc ça peut être des femmes dans ce cas-ci, comme dit, des diversités de pensée. Ben là, après ça fait potentiellement que les gens vont pouvoir plus relaxer, puis ça va devenir moins contraignant et lourd l'environnement sportif. Est-ce que je suis complètement en champ avec ça ou comme ça fait du sens un peu avec ce que toi tu observes? Non, tout à fait. Puis là, tu m'as fait penser à deux choses, donc je vais essayer de pas oublier les deux choses. Et la première chose, c'est quand tu as dit la diversité de personnalité, en plus, moi là, je vais vraiment parler de la diversité de genre. Et en fait, on essaye de pas supposer que le genre a une personnalité. Donc, c'est pas parce qu'on a une femme qu'il faut attendre une personnalité de cette femme-là. Donc, il faut faire attention à cette nuance-là et à cette différence-là. Et notamment, après, on va en parler, je pense, sur le leadership féminin. Quel est-il et lequel on doit attendre? Est-ce que du coup, on doit attendre des personnalités et des caractéristiques des femmes? Et c'est ça qui se passe un petit peu. Donc, à pas confondre, mais même dans la diversité de genre, c'est vraiment aussi de cette diversité, simplement, vraiment, au regard de la société, comme on disait, d'avoir finalement un potentiel différent de réflexion, en général en lien avec notre socialisation, notre éducation de genre sûrement. Et deuxième chose, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est toi, donc c'est moi qui rebondis cette fois sur toi. C'est moi d'un coup qui fais l'interview avec toi. C'est moi qui te pose des questions. Tu avais parlé, tu sais, du leadership au début, d'être un peu plus autoritaire et de fitter un peu, tu sais, et puis de se dire, après, on peut s'adapter. Mais en fait, effectivement, c'est un peu ce que tu dis, c'est pour ça que je rebondis. Au début, quand on commence à entraîner, à faire de la préparation mentale, et quand on est dans un staff, un club qui régit à la performance, ou à une identité de club, ben, en fait, on se moule. On se fit de la même manière que les athlètes se fit à leur sport. Et du coup, souvent, dans la littérature scientifique, c'est assez prouvé qu'au début, quand on entraîne, on a plutôt un leadership qui va être autocratique, descendant. Vulgarisé, descendant. Parce qu'en fait, on a l'impression que tout le monde fait ça. On a vécu ça en tant qu'athlète, et puis on se dit, faut faire ça pour se faire respecter. C'est comme ça qu'on se fait respecter, c'est comme ça qu'on entraîne. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est pas facile non plus de s'adapter. Ça demande de relativiser, ça demande d'avoir confiance en soi, ça demande d'être sûr de ses capacités, de ses compétences, même si on t'en fait douter parfois par ce système-là. Et donc forcément, après, ça dit que au fur et à mesure des années et donc des expériences, le leadership peut changer, ta personnalité peut changer, tu deviens davantage toi. Mais un peu comme, tu sais, le concept de la vallée de la compétence. Au début, tu te sens compétent, moins compétent, puis ensuite, tu sais que tu sais rien, mais tu sais que tu sais des choses. Bon, mais c'est un petit peu pareil, mais ça me faisait penser à ce que tu viens de dire, des athlètes qui veulent fitter dans un moule. Les entraîneurs, elles veulent fitter dans un moule. Et nous, on veut fitter dans un moule, et moi, je me bats pour que ce moule soit plus large. Et en tout cas, qu'on réfléchisse autrement. Parle-moi justement un petit peu des enjeux là, du leadership féminin. Alors, l'un des enjeux, donc, premièrement, c'est finalement, le début de l'étude, c'est le fait qu'il n'y en a pas. Comme tu l'as bien compris, quand je dis il y en a pas, il y a une sous-représentation. Encore une fois, quand je dis qu'il y a une sous-représentation, c'est pas moi qui dis qu'il y a une sous-représentation. J'ai pas dit il y en a pas assez parce que j'ai une opinion qu'il y en a pas assez. C'est vraiment une statistique mondiale et scientifique qu'il y a une sous-représentation des entraîneurs féminins. Associé à ça, dans les dernières études depuis 20 ans, on s'est beaucoup focalisé sur les barrières qu'elles vivaient.
pour essayer d'expliquer cette sous-représentation. On s'est dit, il y a beaucoup de barrières, donc des barrières micro, méso, interpersonnelles, interrelationnelles, macro, en lien avec la société et la culture. Et en fait, quand j'ai commencé ce doctorat et cette recherche scientifique, je me suis dit, outre les barrières, et au lieu de blame it, tu sais, vraiment regarder en fait les femmes, c'est quoi leur problème, je vais essayer de rajouter des variables pour comprendre autre chose. Pourquoi ça continue de coincer? Parce que pour les arbitres, c'est en train d'augmenter, pour les dirigeantes, c'est en train d'augmenter la place des femmes, pas à des postes d'entraîneurs. Et c'est là où j'ai voulu en fait lier le leadership et questionner le leadership et me dire, est-ce qu'on a des attentes sur le leadership à haut niveau des entraîneurs et est-ce que ces attentes, elles font en sorte qu'il y ait toujours en fait pas de femmes? Donc tu vois, ça a été là, moi, ma question de me dire, est-ce qu'il y a un lien entre le leadership et le genre de l'entraîneur? Et là où je questionne, en fait, c'est de savoir, est-ce que les athlètes ont une attente sur le leadership des entraîneurs de haut niveau et est-ce que ce leadership est associé à des caractéristiques dits masculins, encore une fois, qui feraient en sorte, en fait, qu'il n'y a toujours pas de femmes entraîneurs parce qu'on leur octroie moins, en lien avec la société, les caractéristiques d'un ou d'une leader et du leadership. Donc, quand on parle du leadership féminin, en fait, c'est pas, si tu veux, c'est pas, moi, je parlerai jamais de leadership féminin. Je vais parler du leadership qui est employé par des hommes, par des femmes. Il y a des formes de leadership. Tu dois les connaître, toi, dans la littérature scientifique. Il y a d'ailleurs un tas de formes. Des fois, on peut se questionner sur toutes ces formes-là de leadership. Mais c'est pas forcément féminin ou masculin. Le leadership, c'est plus se dire, elles utilisent quelle forme et c'est quoi qui font qu'elles utilisent ces formes-là. Et est-ce que le genre est aussi une variable à prendre en compte sur le fait qu'elles utilisent cette forme de leadership-là? Et en ce moment, moi, je suis en train parce que du coup, j'ai étudié des hommes et des femmes. Et je suis en train de mettre en avant qu'ils utilisent probablement tous la même forme de leadership qui paraîtrait être dans le modèle théorique que j'ai utilisé, mais il y a un tas de modèles, mais plutôt transformationnel, donc démocratique. Donc tu vois, plutôt dans finalement rendre l'athlète indépendant, le stimuler intellectuellement et plein de choses comme ça dans ce leadership plutôt finalement horizontal, on va dire, pour le rendre simple et facile. Et en fonction du genre, ils utiliseraient tous le plus propice à la performance, à la santé des athlètes, qui est le démocratique. Pour autant, ils l'ont pas construit de la même façon. Et c'est là où il y a beaucoup plus d'expérience des femmes qui va être un peu plus en jeu et pour avoir ces postes-là un peu plus difficiles. OK. Plusieurs choses à déconstruire. Super riche, Amélie. On va aller dans la différence dans la déconstruction, mais là, tu as dit que tu as parlé à des hommes et des femmes. Tu as utilisé des hommes et des femmes, le style de leadership qu'ils allaient avoir, qui avaient des tendances qui ressortaient donc pour le leadership démocratique / transformationnel. Est-ce que c'est bien ça? Puis peut-être juste nous dire quel genre, pour les gens qui n'ont aucune idée de l'étude que tu fais en ce moment, comme on parle de quel type d'entraîneur, quel niveau, quel âge, quel pays? Alors du coup, je suis restée exclusivement en France. Je suis allée au Québec 5 ans. Je t'ai dit, j'avais besoin de chaleur maintenant. Donc vraiment, ma population et mes participants, c'est en France, avec des clubs professionnels uniquement. Donc première division française dans les sports collectifs, parce que je suis partie par acquis que la notion de leadership. Donc tu sais, là, je vais pas te faire la définition, mais donc une influence d'une personne sur un groupe pour atteindre l'objectif. Je te fais quand même la définition. Donc les postes de leadership, c'est vraiment un lien avec cette idée-là de groupe collectif pour moi. Donc je suis restée en sport collectif parce que la relation individuelle, one-on-one, sport individuel, c'était différent pour moi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de leadership. Et ensuite, je suis allée vraiment dans le sport professionnel, donc équipe de France, senior, junior, espoir, peu importe, et des entraîneurs en première division française. Donc, on parle d'entraîneurs qui sont au plus haut niveau, on parle des hommes et des femmes. Puis là, tout à l'heure, tu me parlais justement de différence de la construction du leadership. Donc, ils ont tous sensiblement un peu le même style de leadership, donc démocratique, transformationnel, comme tu l'as mentionné, mais qu'il y avait des différences dans la façon dont ils le construisent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, plein de choses. Il semblerait, alors pour l'instant, j'ai pas publié ma thèse, donc il semblerait qu'ils utilisent tous, au vu de mon cas théorique, démocratique transformationnel. Et comment ils le construisent? J'ai questionné à ce moment-là le genre, c'était très intéressant. Je leur ai demandé est-ce que le genre avait une influence sur leur leadership? Est-ce qu'ils avaient l'impression qu'être un homme avait facilité leur carrière? Est-ce qu'elles avaient l'impression qu'être une femme avait facilité leur carrière? J'ai utilisé exactement la même grille, le même protocole, les mêmes questions exactement pour venir questionner leur forme de leadership, leur construction et le genre. Donc vraiment, c'est exactement la même chose. Les hommes ont pas forcément eu de barrière en lien avec leur genre. Et quand je dis genre, on parle vraiment pas du sexe, mais vraiment ce processus-là qui fait qu'il y a des attentes, des rôles en fonction justement de notre genre. Et les femmes, toutes, absolument toutes, donc j'en ai questionné, il m'en reste encore un peu, mais quasiment 55 des entraîneurs. Et je suis allée aussi sur une préétude sur des centres de formation.
Donc des sports-études, autant pour moi, pour le Québec. Et pour le coup, tout avait vécu des choses en lien avec leur genre. Du sexisme, des violences, des propos, peu importe. Et en fait, c'était marrant parce qu'il y avait vraiment deux un petit peu cas. Alors marrant, c'est pas le bon mot, c'est un peu un lapsus, mais il y avait deux cas. Soit elles étaient conscientes de ces barrières, mais du coup, elles étaient un peu dans le quand on veut, on peut. Et en fait, elle les avait tellement intériorisées, elle comprenait que ça faisait tellement partie finalement de cet écosystème sportif-là et c'est culturellement ce milieu masculin qu'elle s'était dit, bah j'ai pas le choix. Donc en fait, maintenant, quand tu parles à ces femmes-là, c'est des femmes qui ont la tête dure, qui savent ce qu'elles font et qu'elles ont tout passé. Donc en fait, quand tu leur parles du genre, est-ce que ça a été une barrière? Non. Évidemment, non. Non, parce que j'ai réussi. Non, parce que finalement, aujourd'hui, j'en ai plus. Et les autres, il y en avait qui étaient donc ce qu'on appelle la conscientisation, finalement, de toutes ces barrières-là, et qui disaient, je l'ai vécu, mais pour autant, toutes elles sont passées au-dessus. Et en fait, moi, c'est là où je viens questionner ça, c'est que du coup, en tant que femme, on va vivre, et là, donc, du coup, je m'identifie au genre féminin, on va vivre forcément des choses. Et en fait, il faut une capacité, soit de résilience, soit de persévérance, peu importe, pour atteindre ces postes-là. Tu vois? Alors qu'à l'inverse, les hommes, aucun d'eux m'a mentionné que ça avait pu être à un moment donné compliqué, délétère ou une barrière à leur carrière. À aucun moment donné, tu vois. Et c'est là la différence dans, du coup, cette construction de la forme de leadership, c'est que forcément, je te donne un exemple beaucoup plus concret, quand elles commencent souvent, quand elles arrivent sur les bords des terrains, personne leur serre la main pour leur dire bonjour. Parce que tout le monde pense que le physiothérapeute, par exemple, le kiné, par exemple, c'est l'entraîneur en chef. Et à ce moment-là, ça leur arrive assez souvent, hein, même au bout d'un moment, quand elles ont une carrière, elles disent, il faut que je m'impose. Donc, je me montre. Donc, forcément, je vais être plus autocratique à ce moment-là, parce qu'en fait, il faut, regardez-moi. Regardez-moi, en fait, je suis là, je suis une femme et je suis entraîneur en chef. Donc, tu vois, moi, c'est tous ces biais-là que je suis venue questionner, tous ces questions, tous ces attentes aussi, ce modèle sportif que je viens questionner au sens large, finalement. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait penser ce que tu viens de dire à une collègue qui est en médecine du sport. Puis, elle s'est pointée pour la première fois dans l'enceinte d'une équipe de hockey de haut niveau, tu sais. Puis, elle se pointe. Puis là, comme le coach, il dit même pas salut, tu sais, puis tout ça. Puis, clairement que la personne est, je veux dire, compétente et tout ça. En étant médecin, elle a au moins des capacités minimales pour fonctionner, tout ça. Puis, c'est quand même un rôle important pour la sécurité des athlètes. Puis, c'est comme, il a fait comme 2-3 tours des affaires, puis il avait jamais pensé que ça pouvait être elle, la personne responsable de la médecine du sport pour cette partie-là. Puis là, c'est comme, c'est toi le médecin? Ah, OK. Finalement, puis là, c'est comme finalement mis à s'intéresser à qui elle était, de par son statut, était là. Mais il n'avait pas pensé que ça pouvait être elle parce que c'était une jeune femme qui peut avoir l'air, qui avait peut-être 27, 28 ans, mais qui en réalité peut avoir l'air d'avoir 20, 21 et tout ça, tu sais. Donc, tu vois que là, ça me fait, puis je pense à ça en raison de l'épisode dont tu parlais pour la poignée de main, tu sais. Exactement. Puis, veut pas, quand on regarde maintenant où sont les femmes, elles sont quand même, alors oui, elles sont dans les instances sportives de haut niveau, mais elles sont à des postes qui sont encore dits féminins. Médecin, physiothérapeute, psychologue, préparatrice mentale. Donc, c'est pas des postes de gros leadership. Donc, il y a une espèce, tu sais, de l'idée de ce plafond de verre on a l'impression qu'elles y ont accédé, on est en équipe de France, on travaille avec ces sports-là. Pour le coup, c'est quand même pas des postes avec grosse définition du leadership et en tout cas grosse possession de cette forme de leadership-là. Oui, tout à fait. Ou est-ce que c'est même peut-être plus attendu, justement, que ce soit des personnes qui s'identifient au genre féminin? Et là, peut-être 2 questions avant de tomber dans les questions éclairs. Merci beaucoup, Amélie, pour ton temps et tes réflexions. Première chose, donc, dans ta présentation, justement, à la Cluster for Research into Coaching Conference à Oslo cet été, tu parlais de la double contrainte. Qu'est-ce que c'est concrètement, ça, la double contrainte? Concrètement, alors ça, c'est vraiment sur la forme de leadership. Pour les femmes, absolument pour les femmes. Des hommes peuvent le vivre, et encore une fois, je pense que j'ai pas besoin de préciser que mes propos sont généralisés, c'est pas le cas de tout le monde, tous et toutes, évidemment. Pour les femmes, la double contrainte, c'est l'idée, finalement, de qu'importe la forme de leadership qu'elles prennent, c'est pas la bonne. Donc, je te donne un exemple. Je suis une femme, je vais prendre un leadership plutôt autocratique. Donc, transactionnel dans le modèle, le full range model leadership. Transactionnel, je suis jugée comme trop autoritaire. Parce que je réponds pas, finalement, à ce qu'on attend de moi en tant que femme. Donc en fait, ça fonctionne pas. Et si je prends un leadership beaucoup plus transformationnel, démocratique, je corresponds à ce qu'on attend de moi en tant que femme, à l'écoute, empathique, bienveillante, mais je corresponds pas à ce qu'on attend d'un leadership finalement autoritaire pour la performance. Donc quoi qu'elle fasse, et là pour le coup je l'ai questionné dans ma thèse et ça répond positivement à cette corrélation, quoi qu'on fasse en fait forcément ça va pas, et quoi qu'elle fasse elles ont pas la bonne posture. Et ça la théorie de la double contrainte, c'est une des théories qu'elles vivent, mais là ça, on pourrait faire un podcast de 5 heures sur toutes les autres dimensions et théories qu'elles vivent et qu'elles expérimentent en lien avec leur leadership. On fera une partie numéro 2. Moi, c'est la seule solution que je vois à ce problème-là. Puis c'est intéressant. Puis dans le fond, si je comprends bien,
c'est you're damn if you do and you're damn if you don't. Fait que, si tu fais un leadership autoritaire, ben, s'il y a un peu des irritants par rapport à ça, puis si tu fais pas ça, ben, il y a des irritants par rapport aussi en même temps. Ce qui rend un peu comme ça, puis est-ce que vous commencez à explorer un peu les solutions par rapport à tout ça? Parce que est-ce que c'est juste une question de changer le système? Est-ce que c'est une question de changer la posture féminine? Parce que c'est quand même, moi, la façon que j'ai réfléchi là, en temps réel, là, j'ai clairement pas réfléchi à ça autant que toi. Je me dis quasiment que la seule solution, c'est qu'il faut que notre système, notre structure sportive change. Là, tu poses l'une des grandes questions du moment. Et dans la recherche scientifique, et dans le monde politique. Et c'est vraiment l'une des grandes questions de qu'est-ce qu'on fait. On sait que ça se passe maintenant. On peut plus être ignare de tous ces sujets-là parce qu'on sait que ça se passe. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça a éclos, évidemment, depuis les 10 dernières années, je pense que tu dois le savoir, énormément de formations sur le leadership au féminin. Et tu sais, c'est un petit peu le terme que t'as utilisé au début, leadership féminin. Je questionne sur le fait de est-ce qu'il y a des formations sur le leadership masculin? I don't know, j'ai pas connaissance de ça. Qu'est-ce que veut dire le leadership féminin? Et du coup, ça vraiment, est-ce que dans ces formations-là, on vient pas répondre encore une fois à les formater à une forme de leadership qui correspond aux caractéristiques dites du genre féminin? Tu vois, c'est ce que je te donne. Dans ces solutions, moi, c'est pas forcément les solutions que je vais trouver les plus propices en lien avec ce que je peux voir dans la science. Pour autant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, la plupart des barrières, la plupart des enjeux que les femmes vivent sont au niveau du système. Elles sont systémiques et elles sont culturelles aussi. Donc, c'est plutôt à ces enjeux-là qu'il faut répondre. Venir éveiller, pour moi, c'est un peu ce que je te disais quand je fais des présentations devant, finalement, des membres du système sportif qui sont ou des fois des hommes, des fois des femmes, venir éveiller ces membres-là, venir ensuite les outiller sur comment avoir un système plus sain, plus inclusif aussi. C'est quoi les stratégies? Il y a énormément de stratégies par rapport à ça qui ont été mises dans le monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, sont plutôt pas parfaits, mais un exemple dans ces domaines-là. Et là, tu vas pouvoir piocher des solutions. Par contre, là où je suis convaincue, c'est qu'il faut arrêter de regarder des solutions sur les femmes, mais plutôt de regarder des solutions sur le système. Et ça fait une 20aine d'années qu'on ait des solutions sur les femmes, des recherches scientifiques sur les femmes, et qu'on n'est pas en train de se questionner sur quelles sont les solutions pour le système. Et je te donne un autre exemple, par exemple, mettre des garderies dans les entreprises ou dans les clubs sportifs pour que les femmes entraîneurs puissent déposer leurs enfants. Pourquoi il n'y a pas mis des garderies sur les hommes pour les hommes entraîneurs depuis 40 ans? Encore une fois, ça voudrait dire que donc c'est la femme qui doit s'occuper. Tu vois, donc il faut faire attention à nos solutions. Souvent, les solutions sont stéréotypées, genrées, et en fait, pour moi, elles continuent d'accroître en fait cette différenciation et ce traitement différent. C'est intéressant, vraiment ce que tu dis, Amélie. Comme tu mets des mots sur une réflexion que j'ai plus large par rapport au système, puis je pense que je vais juste dropper ça pour l'instant. Tu pourras rebondir, puis on ira dans les questions éclairs par la suite. Mais où est-ce que j'ai comme une croyance qui est une croyance là, vraiment, juste par mon expérience dans des milieux, je vais dire multiculturels, là, parce que les endroits où est-ce que j'ai coaché puis j'ai joué, tu as des gens de toutes les ethnies, de tous les milieux, de tous les backgrounds socio-économiques. Tu sais. Puis quand tu parles de mettre leadership féminin, quand tu parles de dire, OK, il y a tels endroits, bon, pour les femmes, il faut faire ça. Il y a comme un entre-deux, tu sais, il faut donner des opportunités, puis clairement valoriser les gens, puis dans mon cas, à moi, tu sais, être un allié. C'est ce que je tente de faire par différents moyens, tout le temps en ayant en tête un peu, ça va être quoi dans lequel le monde que mes filles vont vivre dans 20 ans, tu sais. Je pense beaucoup à ça. Peut-être que j'aurais dû me réveiller avant d'avoir 3 filles, mais ça, regarde, on fait ce qu'on peut. Mais tu sais, le long détour pour dire que j'ai l'impression que des fois, en marginalisant les choses ou en les mettant tellement distinctes puis discrètes puis dire, OK, c'est là comme ça, c'est pour les Noirs. Puis ça, c'est pour les femmes. C'est comme... Je suis pas sûr que des fois, on intègre les choses. T'sais. Puis un des entraîneurs avec qui j'ai eu le plus de fun à coacher, comme c'est un entraîneur qui était originaire d'Haïti, puis comme il n'y avait pas de distinction entre les deux. C'était comme juste, on était 2 coachs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, il n'y avait pas cette distinction-là. Mais autant, en même temps, je suis conscient qu'il faut faire la distinction pour justement favoriser les opportunités. Mais en même temps, en forçant puis en mettant tout le temps les paramètres sur la distinction, je suis pas sûr qu'on favorise comme la diversité / l'inclusion, parce que c'est juste comme, ben, OK, oui, t'es né à Haïti, mais t'as une personnalité, mais ça va au-delà de où est-ce que t'es né. C'est juste, ben, toi, t'as une personnalité, puis Amélie a une personnalité, puis Frank a une personnalité, puis c'est là que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que si on est juste plus ouvert à toutes différents types de personnalités, tu sais, dans le sport où est-ce que moi je viens, qui est le football américain, ça peut être des fois très militaire, évidemment très homme blanc, malgré que, je veux dire, les personnes de tous les milieux qui peuvent venir dépendamment de où est-ce que tu vas jouer. Je suis pas sûr qu'en mettant tellement des barrières, puis en mettant tellement des étiquettes
justement qu'on s'aide vraiment en bout de ligne. Tu sais, mais je quand même comprends qu'il fallait en faire un pour arriver potentiellement à l'autre. Mais bref, ça, c'est mon opinion très naïve là, et pas aucunement scientifique. J'ose penser qu'elle est un peu réfléchie, mais principalement expérientielle par rapport à ce que tu viens de soulever. T'aurais pu faire la conclusion. J'ai limite envie de laisser le podcast là-dessus, c'est parfait. Et après, c'est vraiment cette nuance-là. Encore une fois, et je pense que tu l'as compris, et ça s'est vu dans mes propos. Pour moi, on n'est pas binaire, c'est pas ça ou ça. Il faut faire un choix. Pour moi, c'est un entre-deux de tout, finalement. Et je pense que tu l'as compris dans tout ce que je te dis, même en préparation mentale. Et l'idée, là, est de dire que ces solutions qui sont proposées, c'est pas que c'est pas les bonnes. C'est pas qu'elles sont mal adaptées ou justement inefficaces. Elles ont pu être adaptées. Elles peuvent apporter du soutien pour des femmes. Elles peuvent apporter de la compréhension, de l'éveil, plein de choses. Donc, elles sont bonnes, ces solutions-là. C'est juste que pour moi, les recherches scientifiques sur les barrières des femmes, elles sont excellentes. Et heureusement elles ont été là parce que moi, elles ont éveillé des questions chez moi. Et de me dire, est-ce que je vis ça? Donc, c'est excellent d'avoir ça. Et est-ce qu'il faut continuer? Ça, j'en sais rien. Je suis pas experte dans ces domaines-là pour dire qu'il faut continuer. Je dis juste qu'il faut, au bout d'un moment, aussi mettre sa paire de lunettes ailleurs et se dire que maintenant qu'on a apporté des solutions à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on fait à l'échelle collective? Et c'est là où les questionnements maintenant doivent être des enjeux primordiaux, où j'ai l'impression que les instances, pour être honnête, les instances commencent à se questionner, commencent à essayer de mettre des choses en place. La question de comment on fait, après, elle est différente. Et là, je vais faire, regarde, une grande passe décisive à l'association Égale Action au Québec, qui permet justement de réfléchir à ces enjeux-là, qui permet de faire des formations, une évaluation, un diagnostic de son système sportif, et plein de choses comme ça. Et c'est là où il va falloir chercher des outils et des gens compétentes dans ces domaines-là pour des solutions plus système pour moi. Ouais. Puis si les gens, tu sais, ils viennent d'écouter les dernières parties, là, puis comme genre, je soutiens ce que tu viens de dire, puis juste pour aller un petit peu plus loin, si les gens ils se questionnent, tu sais, sur concrètement, OK, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la première chose, c'est ce que j'essayais de dire, je pense, avec mon commentaire, puis que tu viens de remarteler d'une différente façon, c'est d'avoir une culture dans ton équipe ou dans ton recrutement d'entraîneurs, de personnel, ou même de la façon dont tu leads, de permettre davantage de personnalité. Puis je pense que ça fait un lien avec ce qu'on parlait au début, mais c'est la première étape que, tu sais, si toi, tu es un entraîneur-chef en ce moment ou une entraîneur-chef, tu es un directeur des sports, une directrice des sports, ben juste d'accueillir une plus grande diversité de personnalités, laisser les gens être eux-mêmes tout en comprenant quand il y a des enjeux là, par rapport au sport. Comme il faut que ça va être une belle première étape pour aller financièrement vers un système qui va être plus permissif, puis en bout de ligne, tout le monde va y gagner, tu sais. Oui, je vois exactement ça. Donc, la force de la diversité, comme on a discuté, et de cette pluralité de personnalités, d'ethnies, de genres, etc., tout ce dont on a parlé, se questionner. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que mes comportements, est-ce que finalement, dans mes biens conscients, dans ma culture, en fait, je suis pas en train de finalement confirmer ces stéréotypes-là, confirmer ces traitements-là? Donc, vraiment se remettre en question. Moi, je pense que c'est vraiment la clé de le faire tout le temps. Et troisièmement, faire attention à pas essentialiser. Souvent, c'est prouvé pareil dans la littérature scientifique qu'on convoque des femmes à des postes de leadership importants, notamment dans les entreprises quand c'est des situations de crise. Parce que apparemment, en tout cas c'est pas apparemment, c'est prouvé que finalement dans la gestion de la crise on serait meilleur, dans la gestion finalement des stress, des émotions on serait meilleur, mais on pourrait répondre. Et en fait finalement, on continue vraiment de rendre très binaire la forme de leadership des femmes, la forme de leadership des hommes, ce qu'on attend d'un bon leader, ce qu'on attend d'une bonne, et donc faire attention à quand je convoque ou en tout cas je recrute une femme, pas attendre qu'elle soit forcément dans des stéréotypes dits féminins. Pas attendre qu'elle ait un leadership bienveillant, pas attendre qu'elle ait un leadership empathique, et à l'opposé, pourquoi ce serait pas les hommes qui pourraient avoir aussi cette forme de leadership? Donc faire attention aussi à pas essentialiser. Très important. Vraiment. Vraiment. On pourrait en parler encore longtemps avant de raccrocher au sens figuré. Peut-être une question éclair pour que les gens apprennent davantage à connaître. Si tu pouvais mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna ou dans un stade de soccer, par exemple, ce serait laquelle? Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Eh ben, tu m'as posé cette question, je crois, dans un mail juste avant, dans un courriel juste avant. Je n'ai aucune réponse. J'y ai pensé avant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Et puis finalement, ça fait sens que je n'ai aucune réponse. Parce que je me questionne tellement tout le temps. Je suis tellement dans cette force de comprendre que j'ai pas du tout ce truc qui me drive. Ce qui me drive, c'est de jamais savoir. Ce qui me drive, c'est toujours questionner. Ce qui me drive, c'est toujours apprendre des autres. Ce qui me drive, c'est toujours me dire, OK, là, j'ai changé d'avis. J'ai changé ma posture même. Et en fait, la citation que j'avais l'année dernière, c'est plus la bonne pour moi. Ça y est, elle fait plus sens. Et donc, en fait, tu sais, quand j'ai réfléchi à cette question, j'y ai même pensé ce matin, je me suis torturé le cerveau. Je me suis dit, j'ai rien.
j'ai rien, j'ai pas d'idée, j'ai pas de solution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser la question, quelle serait ma citation? Au vu de ce que tu viens d'entendre, ça se trouve, je te lance un piège. Qu'est-ce que tu dirais qui serait ma citation? Ah, ça, là, quand je me fais renvoyer les questions par les invités, j'adore tout le temps ça. De façon plus sérieuse, je dirais que je pense que je dirais, avec une diversité de personnalités, tout le monde y gagne. C'est peut-être pas parfait, mais ce que je retiens vraiment, moi, c'est, je pense que si on était plus flexible sur les personnalités dans notre environnement sportif, puis qu'on acceptait davantage l'individualisme, puis pas l'individualisme dans le sens de faire des choix égoïstes sur le terrain de jeu, soit quand tu maîtrises le ballon en plein milieu de terrain ou quand tu maîtrises la rondelle, là, je pense que tout le monde y gagne. C'est pour ça que je verrais un peu avec ces deux-là. Ouais, je pense que j'irai avec ça. C'est ça, on peut le mettre dans tous les gyms de France et du Québec, du coup, c'est parfait. Parfait. Donc, avant de raccrocher, je te laisse peut-être le mot de la fin. Comme est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux à dire? Est-ce que ce dernier mot que tu veux dire à l'auditoire, une chose que les gens devraient retenir là, de notre conversation? Bah déjà, je voudrais dire à toi merci de l'invitation, premièrement. Très apprécié tout le travail que tu fournis et que tu fais. Donc déjà, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire. Et deuxième chose, c'est juste de pas penser qu'il y a qu'une façon. Si vraiment c'est ce que je retiens, même dans la profession, parce que je connais plein de personnes qui vont pas dans le monde du sport, en profession aussi, parce qu'ils et elles se disent que c'est pas pour elles, parce qu'ils ont une forme ou une façon de faire ou une personnalité qui semble pas adéquate au milieu. De pas penser à ça, et j'ai pas envie que ça sorte comme un discours de quand on veut on peut et méritocratique, parce que c'est pas du tout ce que je pense. Je pense qu'on a bien compris ça aussi, mais juste de se dire et d'essayer de se questionner sur peut-être que je peux, et en tout cas, ça prend du temps, évidemment. Ça prend du temps de pouvoir être soit dans ces modèles-là et de pouvoir s'adapter dans ces modèles-là. Mais j'espère vraiment que ça pourra amener des questions pour les gens qui sont dans ce système-là et pour les gens qui ne le sont pas et qui voudraient l'être. Ah ben super. Donc, merci pour ce mot. Merci pour les remerciements également. Ça me fait plaisir. Disons que j'ai pas eu besoin vraiment de... je posais une question, puis c'était facile pour venir, pour enchaîner justement, puis comme de bien expliquer tes pensées. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, Amélie, puis c'était super facile puis agréable de discuter avec toi. Là-dessus, tout le monde, je vais vous dire merci et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.